qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, tu vois. On entend parler de crypto-monnaie, de blockchain et compagnie. Là, ce qui nous intéresse, c'est plus le côté blockchain. Et la blockchain, c'est simplement un espèce de registre dans le cloud, sur Internet, mais qui est démultiplié sur plein d'ordinateurs, dans lequel sont inscrites des transactions. Et une des applications qui est développée, c'est tout ce qui s'appelle smart contract. Grâce à ça, tu peux imaginer que tu vas pouvoir faire sauter plein d'intermédiaires dans plein de choses. Parce qu'en fait, je pourrais te vendre mon appart de la main à la main, simplement, en créant ce smart contract qui fait que dans la blockchain, c'est certifié, il n'y a aucune ambiguïté, on sait que je t'ai cédé le bien en question. Et là-dessus viennent se greffer des NFT, donc qui sont donc on dit des jetons non fongibles. Si on compare avec les cryptos type Bitcoin et compagnie, les Bitcoins, tu peux posséder une fraction de Bitcoin. Il est fongible, tu peux le fractionner en des millièmes de millièmes, enfin bref. Dans le cas d'un jeton non fongible, c'est 1 et indivisible. Là-dessus, tu peux imaginer vendre aussi des bouteilles de whisky, par exemple. Et on en vient à notre sujet. Comment, en fait, toutes ces technos peuvent être utilisées aujourd'hui dans le cadre des spiritueux. Ouais, et c'est super intéressant parce qu'il commence à y avoir... il commence à y avoir pas mal de choses autour de ça, autour du monde des spiritueux. Ça a commencé par le vin, petit à petit, qui s'y est intéressé parce qu'il y a le côté rareté qui fait que les collectionneurs vont s'intéresser à ce marché. Et il faut juste rappeler que les NFT sont venus un peu sur le devant de la scène avec l'artiste Banksy qui a réussi à vendre une œuvre pour 2 milliards de dollars, je crois, quand ça a été totalisé. Donc, c'est énorme. Et du coup, tous les artistes, toute la sphère artiste s'est mise à essayer de vendre leurs œuvres en NFT. Donc, on commence à en voir de partout et on voit de tout et n'importe quoi. Donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait sous l'égide des NFT, de la blockchain, de la crypto-monnaie et tout ça. Faut faire la part des choses et savoir à quelle fin on fait ça. Parce qu'il y a aussi un côté négatif dont on parle assez peu, mais c'est le côté environnemental et la pollution que génère le fait de créer des transactions via Ethereum, via la technologie blockchain et les NFT. Et pour ça, on mettra en lien en description un site internet qui permet de calculer son taux de CO2 émis en fonction de tel ou tel site crypto ou NFT. Ouais, j'avais trouvé un truc comme ça qui était intéressant parce que la technologie est folle, hein, c'est tout nouveau. Mais par contre, elle génère énormément de pollution. Donc, voilà, dans un monde où le climat est important et primordial, faut faire attention à ce qu'on fait aussi à ce niveau-là. Bon, ça, je pense tu trouveras aussi d'autres sons de cloche qui contestent aussi peut-être ça ou qui vont le comparer au système, je sais pas, bancaire global, enfin l'internet dans l'absolu, quoi. Donc à voir. Mais si on revient à notre histoire de whisky, finalement le NFT c'est un contrat, un smart contract qui a finalement un titre de propriété de la bouteille. Et là où ça intervient du coup dans notre sujet, c'est que donc là il y avait une news là par rapport à Glenfiddich d'une plateforme qui s'appelle Blockbar. Et le principe, c'est qu'en fait, on va acquérir une bouteille de whisky en passant par une plateforme. Ça va générer ce contrat qui va dire que la bouteille m'appartient ou t'appartient à toi. Et le tout finalement sans même que j'ai à me déplacer ou avoir la bouteille entre les mains ou quoi. L'intérêt, c'est que là, c'est utilisé à des fins clairement d'investissement, puisqu'ils mettent en avant que finalement les spiritueux de luxe
on finalement performe mieux même que des indices boursiers classiques ou même que l'or. Et du coup, que ce serait un investissement rentable et viable. Et via cette technologie, le principal intérêt, c'est finalement le côté liquide du truc, à double sens. Puisque si tu es propriétaire du NFT en question, donc qui est finalement ce droit de propriété sur telle bouteille, tu peux très facilement, via la plateforme, le revendre à quelqu'un, faire une plus-value éventuellement. Mais voilà, tu peux... et puis, évidemment, si tu veux récupérer la bouteille, c'est possible, mais bon, c'est plutôt conçu pour faciliter les échanges. Donc la société s'appelle Blockbar et le site c'est blockbar.com. Voilà, du coup, après, ça pose plein de questions sur le côté plus spéculatif du truc, mais la techno, en tout cas, est très cool parce que ça... Alors, je mets de côté le prix des bouteilles, hein, mais juste le fonctionnement démocratise l'acquisition de certains flacons dans la mesure où c'est très simple. Il suffit de créer un compte, et puis voilà, après on fait ses emplettes si on en a les moyens, mais il n'y a pas besoin de passer par des enchères, des trucs un peu plus peut-être inaccessibles à certains. Je crois que c'est un peu plus technique. Il faut quand même connecter ta wallet, etc. Donc, il faut avoir une petite notion de comment on acquiert de la crypto-monnaie pour ensuite payer en crypto-monnaie, j'ai l'impression, non ? Oui, mais après, ça reste relativement très simple parce que acheter de la crypto, il suffit de créer un compte sur un exchange qui vend de la crypto. C'est très très simple. Après, faire la connexion là, de ton portefeuille avec un site comme ça, c'est pas grand chose. C'est juste tu connectes, tu dis OK, enfin un peu comme tu ferais avec un Google Connect, un Facebook Connect. Pour te connecter à un site, tu vas loguer le truc, ça fait le lien et tu fais tes transactions comme ça affiche. Ouais, c'est comme un plugin Chrome ou un add-on une pop-up Exactement. qui arrive et tu la connectes. Ouais. Okay. Voilà, là, ça rentrait dans le truc technique, mais tu as un truc qui s'appelle MetaMask, tu te logs dessus, tu as tes cryptos ou tes NFT dessus, et tu fais des transactions. T'as juste à loguer le truc sur la plateforme. Alors, du coup, j'avais une question là-dessus sur les prix des bouteilles. Bon, 189 000 euros, etc. Enfin, euros ou dollars. Bon, c'est des bouteilles donc très chères. Et là, pour le Glenfiddich, c'est un Glenfiddich qui a 46 ans d'âge. Il y a 46 ans, il n'y avait pas la blockchain. Il n'y avait pas les smart contracts. Donc, comment on peut authentifier que 46 ans est un chiffre correct, est un chiffre vrai? Bon, c'est le même problème pour tous les spiritueux, toutes les marques qui vendent ça, tu me diras. Mais là, vu qu'on est dans une démarche d'authenticité extrême, comment on peut revenir dans le temps avec cette technologie? Alors là, pour le coup, c'est pas la techno qui va faire le taf. Là, c'est plus, j'imagine, le taf de la répression des fraudes ou des douanes qui contrôlent ça, parce que évidemment, quand tu vas mettre un âge sur une bouteille, c'est que tu es capable de le prouver. Après, la techno, elle peut être idiote dans le sens où si tu fais une faute de frappe ou une connerie dans tes fiches, elles sont inscrites. Donc voilà. Donc après, clairement, enfin, dès lors que tu affiches un âge sur une bouteille, normalement, tu es capable de le prouver là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et je pense que les douanes veillent au grain. Donc là, on parle là, on parle de web décentralisé, de web 3.0 dans le futur. Mais là, on voit bien qu'au final, Blockbar, ça reste quand même une société, je ne sais pas, qui a investi avec une vraie banque, qui a fait des choses dans la vraie vie, en fait, qui n'est pas du tout décentralisée. Donc, ça pose aussi cette question de est-ce que les choses décentralisées ne sont pas centralisées un peu plus haut? Alors, moi, tel que je comprends le système, c'est juste un intermédiaire. C'est une interface. C'est par le site que tu vas faire ta transaction. Mais ton smart contract, lui, il est dans la blockchain, il est sur la blockchain Ethereum en l'occurrence.
Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Je veux dire, BlockBar demain disparaît. Ton smart contract, lui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas comment tu récupères ta bouteille dans le souci, mais en tout cas, le contrat, lui, il est valide et il n'y a aucun souci. Et aussi, ce qu'ils font, c'est que c'est, dans le cas de Glenfiddich, là, par exemple, ou de n'importe quelle marque, ce qu'ils décrivent, c'est que c'est la distillerie qui va créer le NFT. Donc, finalement, BlockBar ne fait que l'intermédiaire pour la transaction. Alors, à ceci près, je dis un peu une bêtise parce que Glenfiddich leur envoie les bouteilles, eux les stockent, ils gèrent un peu toute cette partie logistique et tout. Si toi tu veux récupérer la bouteille, c'est eux qui te l'envoient, c'est pas la distillerie. Mais à la base, c'est la distillerie qui a généré le truc. Donc voilà, il y a peut-être des trucs un peu obscurs. Après, il y a le côté stockage qui est intéressant, quoi, parce que du coup, on te stocke ta bouteille et puis tu la redemandes quand tu veux, quand ça t'intéresse, etc. Alors, je ne sais pas en termes d'héritage comment ça se passe aussi, si la personne qui achète meurt, c'est obscur aussi. Comment tu lègues. C'est la boîte de Pandore, ça. Ouais, c'est clair. Il faut que ta descendance ait tes clés pour accéder à ton portefeuille crypto, et Ethereum en l'occurrence. Parce que là au final, tu peux faire des donations de ton vivant, sinon. Ouais. Parce que là, ta bouteille, tu l'auras achetée et on te la stocke. Donc, si tu l'as achetée, tu as mis ton nom, etc. On te la stocke à ton nom, machin. Donc, est-ce qu'il y a toujours ce côté faut garder son code secret, faut garder ses codes crypto, ou sinon on peut plus jamais retrouver ce qu'on a acheté. Est-ce que ça reste quand même en... Oui, parce que le smart contract, lui, il est lié à ton portefeuille à toi, dans la blockchain. En fait, c'est ça qui fait office de certificat d'authenticité. C'est ce smart contract, c'est ce NFT. C'est pas ton profil sur BlockBar ou que sais-je. C'est vraiment ce truc-là qui est immuable, qui est inscrit dans ce registre géant. Et du coup, c'est aussi simple que ça. En gros, si on simplifie, tu perds ton mot de passe, t'as perdu ta bouteille. Il n'y a pas de... Il y a pas parce que le jour où tu veux récupérer ta bouteille, ils vont alors j'imagine ce qu'ils font, c'est qu'ils vont brûler le NFT qui correspond, ils vont l'éliminer et toi tu récupères le bien physique. Du coup le NFT n'a plus de raison d'être. Mais en réalité je pense le vrai business derrière tout ça, c'est que eux ce qu'ils vendent c'est plus le côté investissement. J'achète une bouteille, j'ai le contrat qui correspond, et c'est finalement le vrai asset, c'est ce contrat. Et je vais pouvoir te le revendre à toi ou à quelqu'un d'autre en faisant une plus-value, ou le garder pendant 10 ans, et peut-être dans 10 ans, ça a pris de la valeur, je le revends. Et l'enjeu, il est là. Je pense que quand tu te lances là-dedans, c'est pas pour récupérer la bouteille, en fait. C'est juste pour avoir le contrat, le certificat qui dit que tu es propriétaire de la bouteille. Mais finalement, la bouteille n'est que... Enfin, je sais pas, il y a un côté foi, enfin, je sais pas. Littéralement. Ça fait un peu gambling aussi. Hein. Tu joues aux enchères avec ce que tu penses être bien ou profitable pour le futur. Donc, au final, est-ce que ça va pas être les crypto-enthousiastes qui vont devenir collectionneurs de spiritueux de luxe plutôt que... ceux qui devraient l'être, c'est-à-dire vraiment ceux qui apprécient les spiritueux et qui veulent les collectionner. Là, c'est clairement marketé comme un investissement. Pour moi, ça s'adresse... Et même quand tu regardes le site, la manière dont c'est présenté, c'est pas du tout... Ça s'adresse pas aux amoureux du whisky. Il y a finalement, il n'y a aucun réel descriptif du produit. Si, quand même. Il y en a un petit peu... Ouais, mais ça... Ils le décrivent bien, quoi. Il faut aller le chercher, quoi. Ce qui est mis vraiment en avant sur la homepage, c'est le côté, ok,
les spiritueux de luxe se sont davantage appréciés dans le temps que l'or, que le S&P 500 à la bourse américaine. Donc investissez dans des spiritueux de luxe. C'est plus C'est vrai qu'il y a autant de courbes de graphiques voilà. et de courbes que de descriptions de produits, ça c'est clair. Le message, il est là. Le message, c'est OK. En plus, tu vas acquérir ce truc, mais finalement, tu n'as pas envie de te faire chier à stocker ça dans ta cave ou je ne sais quoi. Donc nous, ce qu'on va te filer, c'est un certificat que tu vas pouvoir revendre. Mais tu n'as pas à t'emmerder à stocker la bouteille, on va le faire pour toi, voilà. Et finalement, enfin, après c'est, enfin tu peux, enfin pour moi ça s'adresse à des investisseurs, hein, juste à ça. Ouais. Ça serait, je sais pas, un truc qui, enfin, ça serait une œuvre d'art ou que sais-je, ça serait la même chose, tu vois. C'est, enfin. Ça me fait un peu penser au début de l'histoire de la monnaie, quand les banques n'existaient pas et qu'on a créé un système pour au final te vendre de l'argent digital, quoi, qui n'est pas palpable, etc. Et j'ai l'impression que c'est exact, qu'on commence à faire la même chose avec des produits réels, quoi, qu'on commence à décentraliser les produits réels et te vendre des matériaux imaginaires, en fait. C'est vraiment un monde complexe. Hein. Mais oui, en fait, mais je pense que la clé, elle est là. Ce que tu achètes, c'est juste le certificat, quoi. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça, je sais pas, il y a un petit côté peut-être égo. Ça revient à tes propres Quand... désirs aussi. Hein. Ce que tu achètes, Ouais, c'est peut-être pas juste un certificat, le désir de, de posséder cet objet qu'une personne ne possède. Enfin, on crée un nouveau désir chez l'être humain, au final, de posséder quelque chose qu'il a même pas entre les mains, quoi. mais ouais. Alors là, avec juste le petit plus par rapport à une œuvre d'art numérique où finalement tu te dis, bah, j'ai juste à dupliquer le JPEG et c'est la même chose. Là, c'est censé être backé, enfin, chaque NFT est backé par une vraie bouteille que tu peux récupérer. Mais sinon, c'est purement un investissement ou un produit spéculatif. Mais bon, après, ça, c'est vraiment pour moi c'est le parti pris là, de Blockbar. Mais tu as, je pense, à côté des usages beaucoup plus intéressants qui peuvent au-delà de, je sais pas. Mettons là t'achètes des bouteilles de whisky, mais comme tu disais, il y a aussi la possibilité peut-être sur d'autres plateformes d'acheter des fractions de bouteilles. Donc là, ça peut être un moyen aussi de. Enfin, ça reste de l'investissement, mais au moins plus limité vu que tu vas acheter une fraction que tu vas revendre et ainsi de suite. Et puis après, peut-être tu peux récupérer le petit sample, si tu le souhaites. Mais là où je trouve ça plus intéressant, c'est que tu peux faire l'acquisition de fûts de whisky comme ça, ou la fraction d'un fût. Et du coup, là, vu qu'on est sur des produits qui sont pas finis, qui sont en cours de vieillissement, ça peut être des technos sympas dans le sens où tu vas finalement avoir un contrat qui va dire « Ok, je suis propriétaire de telle fraction de tel fût », ce qui va permettre aux distillateurs, aux fabricants finalement de financer sa production pendant qu'elle a lieu. Avant même que du coup la bouteille soit sortie. Donc tu as des usages comme ça pour faire de l'acquisition de fractions de fûts. Et ça, c'est super intéressant parce que ça fait un pied de nez à toutes les agences, enfin, à tous les sites web de crowdfunding. Et du coup, ça devient du crowdfunding 3.0 décentralisé, en fait, quelque part. Exactement. Mais après, enfin, tout ça peut finalement s'interconnecter, hein, parce que tu peux imaginer que tu vas sur un site de crowdfunding, tu mets tes 50 balles ou je sais pas pour un truc et ça correspond à une fraction d'un fût qui, du coup, le temps de la campagne vieillit et compagnie, et puis à la fin, tout ça est mis en bouteille, mais du coup, tu as
Pour moi, tout ça peut se mêler, mais Est-ce que ça veut dire que l'utilisateur possède un pourcentage, même minime, de chaque production qui est effectuée, du coup, après? Si tu possèdes une fraction de fût, ça veut dire que tu as une fraction de liquide de bouteille à chaque production, non? Aussi. non, parce que là l'idée, c'est que il y a un fût qui est identifié. C'est tel fût de 200 litres. On va le diviser mettons, en 200 parts. Du coup, du moins au départ, il y a 200 litres. En réalité, il y aura pas 200 litres à la fin, mais mettons, tu fais tes calculs, combien va s'évaporer, machin. Et tu détermines, ok, il y a un fût de 200 litres, on va vendre 100 parts. Tu es propriétaire d'une part de tel fût qui a été clairement identifié. Tu n'es pas propriétaire de 1/100 de la distillerie tu vois, de tout ce qu'elle fait. C'est un fût vide, c'est juste le fût, quoi. Juste le non, contenant. le fût plein. Mais il est identifié, c'est tel fût qui vieillit, qui est positionné à tel endroit dans le chai, qui a été rempli tel jour avec tel distillat. C'est ce fût-là dont on a prévu qu'il va vieillir 3 ans, 5 ans, que sais-je. Tu peux être propriétaire dès le départ d'une fraction de ce fût. Et quand il est prêt, tu vas récupérer ton truc. Mais du coup, grâce à la blockchain, tout ça va être inscrit dans la blockchain, comme quoi tu es effectivement propriétaire de telle fraction, de tel fût. Voilà. Et on pourra pas te la faire à l'envers, te dire non. Enfin, voilà, c'est un contrat qui a l'avantage de la décentralisation, c'est-à-dire que t'es pas à la merci de, je ne sais pas, est-ce que la distillerie Intel va perdre le registre où elle avait écrit qui a financé tel fût. Voilà, non, au moins t'as décentralisé ça et c'est cool. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a le domaine de Haute-Glace qui fait un truc qui s'appelle Tantième, où justement tu peux acheter des fractions de fût. Mais alors eux, ils utilisent pas la techno blockchain, mais du coup c'est intéressant de voir qu'il y a ces logiques qui sont mises en place, même si elles n'utilisent pas la techno en question. Mais je suis convaincu que ça va venir, parce que ça sera un gage finalement de confiance ultime, tu vois, le côté inscrit dans la blockchain, t'es titulaire du truc. Mais en tout cas, si ça t'intéresse, c'est un truc qui s'appelle Tantième, de domaine de Haute-Glace, et tu peux acheter, alors ça coûte, je crois, j'ai vu ça, tu vas payer une fraction d'un fût pour, je sais pas, 180 euros. Du coup, tu es propriétaire de telle fraction, et là où ça devient très cool, c'est que tu peux choisir à quel moment tu vas faire embouteiller la fraction en question. Donc en gros, ils ont fait un petit tableau pour dire, ok, si tu l'embouteilles d'ici 3 ans, tu devrais avoir approximativement 2 bouteilles de 70 centilitres à tel degré d'alcool. Par contre, tu peux aussi choisir de laisser vieillir plus longtemps et du coup d'embouteiller plutôt dans 10 ans. Et du coup, là, ils ont fait le calcul, si tu attends 10 ans, ça sera plus 2 bouteilles 70 centilitres, mais peut-être plus qu'une bouteille 50 centilitres, je sais pas. Enfin, tu vois. Ah, c'est super cool parce que au-delà du fait de collectionner ou d'avoir ce côté je possède quelque chose, tu as le côté aussi, tu as ton audience et tu la valorises en lui faisant faire des actions. Et du coup, tu la rends aussi importante en quelque sorte, à dire, bon, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire de notre produit. Nous, on est juste les mains, les petites mains. Et c'est toi, le consommateur roi, si je peux dire ça comme ça, qui va décider de lancer le produit ou de faire partie de la prod, etc. Donc, il y a encore un autre côté qui se développe en termes de branding et de marque. Ouais, mais ouais, c'est génial parce qu'en plus, alors, je sais pas si dans ce programme-là, tu as la possibilité de sampler les trucs pour décider. Parce que ça serait royal, tu vois, si tu pouvais goûter avant et tu dis, ok, là, pour moi, c'est au poil, je le veux tel quel. Ou tiens, je vais attendre 2 ans de plus, tu vois. Mais voilà, après, si c'est pas en mode blockchain, par contre,
j'aurais peut-être quelques réserves à me dire, ok, tu vois, tu t'engages peut-être sur un truc de 10 ans, 12 ans, 18 ans, on va savoir, même 50 ans. Hein, tu vois, je crois qu'il n'y a pas de limite dans le programme. Mais ça veut dire qu'ils ont intérêt à être carrés dans leur suivi. Bon, après, ils gèrent ça au quotidien, il y a les douanes et tout, mais tu te dis, faut que ce soit solide. Alors que si tu bâtis ça dès le départ sur le côté blockchain, il y a moyen que je pense qu'à l'avenir, ça se démocratise et que ce soit d'autant plus simple parce que tu te prendras plus la tête. Ça sera... Et puis en plus, tu pourras très facilement, ok, j'ai acheté telle fraction de fût et finalement, je sais pas, je suis passé à autre chose. Je peux te la revendre à toi. Il y a juste à faire une transaction entre nous. Ça switch le contrat vers toi. Et c'est toi qui peux derrière aller revendiquer tes 2 bouteilles dans 3 ans, par exemple. En tout cas, pour arriver petit à petit dans ce monde-là, il y a aussi pas mal d'entreprises qui commencent à mettre en place le paiement par Bitcoin ou Ether, donc qui commencent à mettre en place sur leur site web le paiement par crypto-monnaie. Ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus souvent, donc c'est pas forcément très compliqué à faire. Hein. Avec un site WordPress de base, il peut y avoir des plugins et bon, faut juste checker un petit peu la sécurité, mais en tout cas, c'est, on va dire, une porte d'entrée douce vers tout ce dont on parle. Pour toi, qu'est-ce que pour une distillerie, soit bien établie, soit nouvelle, ou pour un entrepreneur ou pour un caviste qui voudrait faire quelque chose là-dedans, en gros, pourquoi il le ferait? J'ai reçu pas mal de questions comme ça, parce que dans ma formation Super Potion, je le mets en début. Peut-être que vous pouvez vous faire financer par le Web 3.0 et le crowdfunding décentralisé. Donc, c'est un petit pied de nez et tout. J'en sais globalement rien, mais en tout cas, c'est possible. Mais il y en a des fois qui me demandent, bah oui, mais alors du coup, pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Est-ce que toi, tu vois des utilisations à part là, cette vente de fractions de fût, par exemple? Pourquoi une société comme Duga, par exemple, puisque je leur ai posé la question dans mon dernier podcast, pourquoi ils s'y mettraient dedans, en fait? Quel intérêt il pourrait y avoir dans tout ça? Alors aujourd'hui, je dirais juste ça serait pour surfer un peu sur le trend. Je ne sais pas si les paiements crypto sont très pertinents aujourd'hui. Pourquoi ça? Parce qu'il y a toute l'histoire de la volatilité aujourd'hui. Autant, alors, moi je serais e-commerçant. Et d'ailleurs, il y a le site là, Gin Addict, Gin qui vend plein de gin français et tout, qui avait mis en place du paiement crypto il y a quelques temps. Alors là, j'ai cru voir que là, il l'avait arrêté, mais voilà, autant je suis e-commerçant, je me dis c'est super pertinent d'accepter ce mode de paiement, parce que si tu as foi dans la techno et tout, tu te dis, bah, en fait, les gens, ils vont me payer l'équivalent, je sais pas, de 30 € telle bouteille, avec une monnaie qui, moi, dans mon esprit, étant convaincu, va en fait ne faire que s'évaluer dans le temps. Et du coup, en fait, les 30 balles en crypto qui m'auront lâché aujourd'hui vaudront le double peut-être dans 1 an, et puis x10 dans 10 ans, j'en sais rien. Donc, si tu es e-commerçant, je trouve que c'est un truc très pertinent à réfléchir. Par contre, si tu es client, dans le même sens, je me dis, je préfère payer ma bouteille 30 € en monnaie fiduciaire que d'aller filer 30 € de crypto pour la payer, parce que j'ai mieux fait de garder ma crypto qui va s'évaluer dans le temps plutôt que d'acheter un bien physique avec. Ouais. Après, elle se dévalue aussi, hein, donc c'est un jeu constant en fait là-dessus. Ça peut valoir moins comme plus, donc c'est comme la bourse, voilà. quoi. Exactement. De toute façon, c'est un peu petit disclaimer, hein, c'est pas des conseils en investissement, hein, bien sûr. Le classique. Mais si tu as foi dans la techno et que tu vois, que tu lui vois, moi, à titre perso, j'ai aucun doute hein, sur le fait que c'est une révolution et tout. Du coup, à court terme, il y a évidemment des fluctuations. Par contre, à long terme, tu peux
espérer que ça ne va que s'accroître. Au même titre que la bourse, historiquement, elle monte, elle descend. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu zoom out, tu regardes sur 10 ans, 20 ans et tout, tu vois qu'en réalité, elle ne fait que monter. La crise de 2008, elle a été là en l'espace de 12 ans, elle a été, je crois, largement absorbée et tout roule pour les gens qui ont investi à ce moment-là au final. Donc voilà, pareil, quand il y a eu le Covid, en mars de l'an dernier, je crois qu'il y a des trucs qui se sont effondrés, mais de moins 80%. Mais si tu zoom out, tu vois qu'en fait, ça a fait x10 depuis. Donc, ouais, après, ça fluctue aussi en fonction des tweets d'Elon Musk, j'ai l'impression. Chaque fois qu'il sort un truc, ça grimpe ou ça dégringole. Donc, ça dépend aussi des célébrités, ce qu'elles arrivent à en faire. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr que c'est le futur, quoi. Donc, c'est bien de s'y intéresser et de voir ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se jeter dedans les yeux fermés et puis créer un truc juste sur la trend parce que au final, les tendances, c'est comme tout, hein, ça s'use avec le temps. Donc, il faut juste être pertinent. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment tout le côté crypto-monnaie, faut le mettre de côté. Faire des paiements avec, je pense ça pas. Par contre, vraiment recentrer la question sur le côté plus technologie, qu'est-ce qu'il y a derrière, ce côté des NFT, des contrats intelligents et compagnie, et comment tu peux jouer avec ça pour faire de l'investissement évidemment, mais pour plein d'autres choses, finalement, on parle de certificats, tu as un autre usage là qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que grâce à cette techno, tu peux aussi chercher à authentifier des bouteilles, lutter contre la contrefaçon, parce que justement, tu vas être capable d'identifier des lots très précisément, inscrire tout ça dans la blockchain, et puis en bout de ligne, tout le monde est capable de contrôler, d'avoir tout le suivi du truc, et de manière infalsifiable. Ouais, j'ai lu dans ta newsletter, tu parlais de contrefaçon en Chine de cognac, non, ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors là, je pense pas que la blockchain était en jeu, mais en tout cas, c'est des solutions qui peuvent être apportées. Parce que si tu identifies dans la blockchain des lots de manière sécurisée, je sais pas, avec des puces NFC qui du coup peuvent être bipées et tu vois, tu as tout l'historique, ou des numéros qui seraient cachés dans les bouchons, les opercules, j'en sais rien, en gros, des systèmes où pour avoir le truc, il faut l'ouvrir. T'es capable derrière de sécuriser, de réapporter ce côté confiance, vu que aussi bien l'importateur que le consommateur final va pouvoir vérifier est-ce que ce qu'il a entre les mains est authentique ou pas. Parce que tout ça est inscrit dans ce registre géant, quoi. Mais voilà, il y a tout ce côté lutte contre la contrefaçon qui peut être pas mal au-delà de l'investissement ou de l'achat de fractions, de fûts, de bouteilles entières, de revente. Et pour moi, on reste quand même dans le secteur très luxueux et rare des spiritueux, du vin ou de la boisson en général. Est-ce que ça vise plutôt du coup les nouveaux riches qui sont crypto-enthousiastes et qui ont la tête à se mettre dedans, plus que une cible, je sais pas, de 50 à 70 ans qui serait pour le coup plus apte à acheter ce genre de produit, mais qui comprennent rien au monde d'aujourd'hui. Enfin, c'est un peu ambivalent aussi ça. Je pense que ça s'adresse à tout le monde et ça va s'imposer à tout le monde plus ou moins rapidement au final. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'on complexifie les choses un peu trop, alors que ça reste assez simple et toi-même, tu te logs à ton compte mail ou quoi, tu t'es pas capable, tu comprends pas forcément comment ça fonctionne et pourtant ça fonctionne. Là, tout système là, c'est pareil, c'est des systèmes informatiques. Il y a juste que le côté décentralisé où si tu veux creuser, si tu veux aller voir les registres, voir les transactions, tu peux les voir.
Chaque chose est notée, tu peux remonter, telle adresse a vendu à telle autre adresse, hein, c'est pas nominatif, hein, je rassure tout le monde. Ah ouais, c'est des longs identifiants avec plein de chiffres, complètement cryptés. Voilà, tu as ton portefeuille il a un numéro, donc ça navigue de ton portefeuille au portefeuille d'un autre et ainsi de suite, et du coup finalement tu peux remonter le numéro. Et après, si les autorités ont besoin de savoir à qui ça correspond, elles peuvent le faire, hein. Donc il y a un côté, enfin bref, c'est plutôt transparent, c'est pas si compliqué que ça, hein. Enfin voilà. Après, tu peux aussi associer, pour ceux qui ne savent pas, on peut acheter des noms de domaine .eth, .crypto ou voilà des noms de domaines crypto sur Unstoppable Domain ou sur ENS App et on peut associer ces noms de domaine là, sûrement plus courts, à son identifiant de wallet, ce qui fait qu'on peut s'envoyer de l'argent, des bitcoins, de la crypto-monnaie d'une adresse crypto à une autre. Ça permet de ne pas garder en tête ou copier-coller son long identifiant de son portefeuille. Et voilà. Et puis après, il y a aussi beaucoup de choses qui se font en ce moment, notamment dans la boisson, mais sur tout type de site internet. C'est un peu ce qui s'est passé quand le .com est arrivé sur le marché, hein, où tout le monde s'est mis à acheter le nom de domaine le plus petit possible pour après le revendre sur des sites comme cedo.com ou des choses comme ça. Chose que j'avais fait il y a très longtemps aussi. J'avais essayé, ça n'avait rien donné. Du coup, là, je me suis amusé à essayer de rechoper des noms de domaine .eth, donc c'est Ethereum, et des choses pour les whisky, pour les vins plutôt rares ou pour tout type de boisson au final, et peut-être un jour le revendre 1 milliard de dollars. J'ai vu qu'il y en a plein qui font des enchères ultra chères pour des noms de domaine lambda, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment aussi un marché là-dessus. J'avais noté, j'en avais parlé dans la newsletter justement, t'as Budweiser qui a acheté le nom de domaine beer.eth, je crois, et c'était pour combien? C'était, je pense peut-être pour 95 000 dollars pour 30 ETH, 30 Ether, qui à l'époque valait 95 000 dollars. Je sais pas combien le cours aujourd'hui, mais il y a moyen que le cours de l'Ethereum aujourd'hui soit plus à 4000. Ce qui fait si vous voulez récupérer leur 30 Ether, il faut... Ouais. Beer.eth sur OpenSea. Ouais, c'est marqué highest offer 1,2 Ether. Enfin, c'est à peu près 5 000 dollars. Ça me semble très peu. Oui, bah de toute façon, eux, ils l'ont payé 30 Ether, donc c'est pas pour le revendre. C'est pas pour le revendre de Ether. Quand bien même, il serait apprécié depuis. Mais voilà, ça veut dire qu'ils ont à l'époque peut-être investi 95 000 dollars pour acheter 30 Ether, pour acheter leur nom de domaine beer.eth. Et si aujourd'hui, ils le revendaient pour 30 Ether et qu'ils convertissaient ça en dollars, ils auraient fait une plus-value. Voilà. Bon, c'est marqué 5,5 et 15 il y a 2 ans. Ça coûtait 5 Ether, 15 Ether. Là, maintenant, ils l'ont pris à 30. Donc, ouais, ça grimpe un petit peu. Mais ça me fait penser à un truc. Tu vois, on parlait de payer ou recevoir des paiements en crypto. Là où je le conseillerais pas, c'est que par contre, si tu veux convertir en euros ou en dollars, va falloir que tu payes tes impôts dessus. Donc c'est aussi à prendre en compte tout le côté, l'aspect fiscalité. Donc je serais tenté de penser que si Gene-Addict a peut-être arrêté de le faire, c'est peut-être qu'ils ont réalisé que ça pouvait complexifier tout le côté pour convertir tout ça en euros, les taxes, les impôts et compagnie. Du coup, c'est peut-être pas viable aujourd'hui si ton intention est de le reconvertir en monnaie fiduciaire. Ouais, c'est sûr. Moi, j'avais acheté je possède le hardseltzer.eth et du coup, j'ai vu parce que bon, on sait jamais. Et il y a 2 mois ou un mois, je crois, il y a un mec qui m'a demandé. Postez vos offres en commentaire. Voilà, ouais, postez vos offres ou vos idées en commentaire et dites-nous si vous en possédez. Mais le mec avait essayé de m'envoyer, me le demander pour 100 dollars du coup. Donc je l'avais payé sûrement moins, peut-être 20 ou 30.
en comptant le gaz. Enfin, tu dois payer Ouais. une espèce de gaz, Ethereum, etc. Enfin, c'est limite ça le plus cher. C'est pas vraiment le nom de domaine en soi, c'est ce qu'ils appellent le gaz. Quoi. On ne sait même pas trop à quoi ça correspond, mais c'est en gros le transfert. Quoi. C'est tous les frais liés justement aux validations des transactions. C'est ce qui pollue, quoi. C'est ça. Exactement. Le nom l'indique bien. En gros, pour inscrire la transaction dans le registre, dans la blockchain, tu as toute une phase de vérification qui est faite par plein d'ordinateurs, ce qu'on appelle des mineurs, qui, eux, avec des ordinateurs, ça vérifie que tout est OK. Et du coup, la manière dont sont rétribués les gens qui font ça avec leurs machines, c'est gaz fee. Voilà, parce que sinon, en gros, tout ce système décentralisé qui finalement est sûr parce qu'il y a des vérifications à tous les niveaux, il faut quand même un incentive pour qu'il y ait des gens qui fassent tourner des PC pour effectuer toutes ces vérifications. Voilà, donc c'est ça que tu as payé. Mais d'ailleurs, tes noms de domaine, c'est des smart contracts, j'imagine aussi. Enfin, tu dois avoir un truc comme ça. Ouais, en fait, il y a deux trucs. C'est le premier, tu l'achètes et après, tu dois le claimer. Donc, moi, je les ai pas encore claimés. Je crois que tu as tout le long enfin, tu as le temps de toute la période d'achat. Enfin, je sais pas, sur 1, sur 2, sur 3 ans, en fonction de ce que tu as pris. Mais en gros, pour qu'il devienne actif, il faut le claimer une fois qu'on l'a acheté. Mais effectivement, quand je regarde dans mes trucs, donc j'ai un identifiant à rallonge, mais c'est bien marqué. Achetez-le avec mon identifiant, transférez-le, etc. Donc, c'est tout noté à des heures, à des jours, etc. avec l'identifiant qui est associé, qui est le mien. Et puis, du coup, après, c'est à toi de te connecter avec ta wallet et puis de voir. Mais en tout cas, un conseil, et c'est peut-être le moment opportun d'utiliser des logiciels de password. Parce que clairement, le garder sur un bout de papier, le garder dans des dossiers comme ça sur son ordinateur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent. Donc, autant pour tout ce qui est double authentification sur tous les sites internet de maintenant, ou pour tout le côté crypto-monnaie, je vous conseillerais bien d'utiliser quelque chose. Moi, j'utilise KeePass. C'est un petit logiciel gratuit, mais qui est très bien pour répertorier tous ces mots de passe. Je pense que c'est vraiment important si on va dans la crypto ou dans des choses un petit peu plus sensibles, de posséder ce genre d'outils qui permet de générer des mots de passe, quoi. Je crois que la sécurité là-dessus, c'est tout un sujet en soi. Et clairement, bah oui, si tu perds, c'est un peu le côté un peu moins cool de la techno, c'est que si tu perds tes identifiants, t'as tout perdu. Voilà. Ouais. C'est pour ça. Donc, le donner limite à quelqu'un aussi de confiance si jamais son ordi plante ou si c'est pas sur le cloud. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres questions au-delà de ça qui sont importantes à se poser. Alors peut-être pour finir, j'ai un dernier exemple aussi d'utilisation de la blockchain. C'est le bar Imcock à Oslo qui a fait ça. Donc on parlait de crowdfunding tout à l'heure. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont financé leur nouveau menu cocktail via la blockchain, en vendant les recettes sous forme de NFT justement. Donc tu pouvais participer parce que maintenant les élaborations de menus ça peut coûter assez cher pour des bars en termes de R&D, mais ne serait-ce que aussi pour le côté parce qu'il y a souvent de la DA, il y a un beau menu physique où maintenant il y a des côtés, des trucs plus en réalité augmentée ou des choses comme ça. Du coup, il y a des bars qui deviennent assez créatifs et du coup, ils ont financé leur menu comme ça où tu pouvais acheter les cocktails donc sous forme de NFT en Ether, pareil. Voilà, donc c'est un autre usage et ce qui me fait penser aussi à encore un dernier usage, c'est que finalement, il y a dans l'univers du cocktail, et pas que d'ailleurs, il y a souvent peut-être une problématique qui peut émerger, c'est le côté d'attribution d'une recette cocktail.
t'inventes un cocktail que personne n'a jamais fait avant, la blockchain pourrait être un moyen de copyrighter justement ton cocktail. Tu l'inscris dedans, du coup c'est horodaté, on sait que c'est toi, enfin tu vois, et ça peut être aussi un moyen d'authentifier que tu es le créateur Plus de qu'un la recette en brevet question. classique. Exactement. Bah, ça simplifie vachement les choses parce que c'est. Alors, les brevets, je connais pas trop Je connais pas toute la démarche, mais j'imagine il y a un petit côté un peu administratif, un peu chiant. Ouais. Là, au niveau blockchain, tu as juste à. Alors, on parle de minter un truc ou je sais pas. Mais ça peut être très simple, juste d'inscrire le truc. Tu es dans le registre, ok. Machin, tel jour a fait telle recette avec tel ingrédient, telle quantité, tel lieu, et puis voilà. Puis c'est réglé. Derrière, personne peut se pointer et dire non, non, je l'ai fait avant. Toi, c'est inscrit dans le registre que tu l'as fait avant, justement. Peut-être que Coca-Cola vont mettre leur recette de Coca sur la blockchain, et peut-être qu'il y aura des hackers qui vont hacker tout ça et qui connaîtront la recette du Coca. Bon, alors là, je sais pas comment s'y prendre, mais bon, tu vois, pour un cocktail, la problématique se pose moins, et puis les recettes se partagent, il n'y a pas de souci, c'est plus avoir la paternité du truc, je pense qu'il y a un côté plus au niveau de l'ego. Ouais, puis dans les spiritueux, il y en a beaucoup de ce genre d'ego et de paternité et de secret de fabrication. Mais ok. Voilà. Petite limite peut-être, c'est que qu'est-ce qui t'empêche d'aller revendiquer une recette de quelqu'un d'autre? Mais bon, là c'est un autre problème. En tout cas, soyez créatifs. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées spécifiques au NFT, à la blockchain, tout ça. Et puis voilà, sujet passionnant à développer. Exactement.